Hey, bonjour Arthur Billet. Bonjour Christian. Mais que fais-tu dans ce fauteuil jaune? Eh bien, il faut croire que je suis arrosé. D'accord. Donc, l'arroseur arrosé, les frères Lumière, un petit sketch de l'été 1896, où on voyait ce jardinier qui essayait d'arroser un massif de fleurs, et puis il y avait un gamin qui appuyait sur le tuyau. Quand il regardait pourquoi ça coulait pas. Mais nous, on sait pourquoi tu es dans ce fauteuil jaune dont tu as eu l'idée en créant Trousse il y a quelques années. Alors exactement, il y a quelques années, c'était à la suite des premières vagues du Covid, je dirais en 2020 ou début 2021. Et il y avait à cette époque une réelle effervescence au niveau numérique de pouvoir mettre en avant des contenus littéraires. Et puis je m'étais dit qu'il devait y avoir une scène, notamment pour la littérature romande et suisse plus largement. D'accord. Donc c'était une manière d'offrir par la voie YouTube, puisque c'est sur ce canal-là que Trousse existe, et puis tu en as profité pour retourner Proust, et du coup te dire, ben voilà, je vais proposer un questionnaire auquel nous assisterons tout à l'heure, puisque tu t'y es prêté aussi. Mais si tu es dans ton propre fauteuil jaune, ça va bien pour la chaîne Arthur, c'est par cette actualité littéraire. Tu es poète et aux éditions Empreinte, excellent éditeur de poésie depuis plusieurs années. Tu viens de publier ce printemps 2023 La ruée vers l'ombre. C'est un très beau recueil, un recueil grave, on y reviendra, et qui suit celui que tu avais publié dans ta propre collection aux éditions de l'Air, À l'aube des mouches. Alors j'aimerais qu'on ait deux mots sur ces mouches et cette aube, parce que là, j'y vois, et je l'ai lu, ou relu d'ailleurs, comme un florilège de tous les possibles de la poésie qui t'habite, où les mots amour et rêve étaient dominants. Tu serais d'accord avec ça? Exactement. En fait, c'est assez drôle parce que j'ai relu cette semaine ainsi que la semaine passée des poèmes de jeunesse, et je me suis rendu compte qu'effectivement, À l'aube des mouches a vraiment été conçu comme un ensemble de mes poèmes de jeunesse, de certains poèmes de jeunesse. Il y en a même que je n'avais pas osé mettre et que j'aurais dû inscrire dans ce recueil. Et il est vrai que l'amour ainsi que le rêve ont une place prédominante, en ce sens que mes lectures de l'époque étaient très centrées sur le surréalisme. Et j'étais vraiment traversé par tous ces poètes, toute la clique des surréalistes, de Desnos à Breton, à Paul Éluard, etc. Et puis voilà pourquoi ces deux thèmes revenaient souvent. J'ai été beaucoup influencé par ces lectures-là. Oui, alors ça me parle beaucoup parce que ce soit Breton, l'amour mystique, l'onirisme, l'écriture automatique devait aussi influencer le jeune poète de 20 ans que tu étais quand tu as publié, une vingtaine d'années. Et puis il y avait la rencontre amoureuse qui s'est concrétisée, et on en reparlera d'ailleurs par la dédicace de cette ruée vers l'ombre. Mais on ne va pas anticiper trop. Ce qui était aussi marquant dans À l'aube des mouches, Arthur, c'était l'humour. Et tu n'es pas un poète qui peut se prendre au sérieux trop longtemps. Il faut qu'à un moment donné, le vers déraille, d'une certaine façon. Oui, exactement. Je pense que ça, ce n'est pas quelque chose de construit, c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement. Pourtant, je ne suis pas le plus drôle, je pense, à l'état naturel ou dans la vie de tous les jours, mais il est vrai que dans la poésie, j'ai toujours eu ce besoin de pouvoir être assez naturel et de ne pas trop réfléchir à ce que j'écris. Et il est vrai que l'humour s'en ressent, mais encore une fois, d'ailleurs c'est très compliqué en fait à construire l'humour d'une manière générale dans la littérature ou la poésie. Bah oui, puisque c'est le surprenant par définition. Mm-hmm. Mais tu n'es pas non plus adepte de l'écriture automatique, puisqu'on parlait des surréalistes il y a un instant. Tu construis tes poèmes, même s'ils déraillent par ce vers humoristique. Tu n'es pas non plus celui qui laisse aller les mots n'importe comment sur la page. Alors maintenant, oui. Mais auparavant, j'ai eu pas mal de mouvements automatiques. J'étais quand même beaucoup rentré dans cette dynamique au départ. Est-ce que c'était en lien avec tes rêves?
Alors oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé, que je continuerai à garder toute ma vie, c'est-à-dire que je me souviens dans mon sommeil d'une phrase, d'une moitié de phrase, de quelques mots, et je reprends souvent ces phrases encore aujourd'hui pour partir sur un poème. Par exemple, une fois j'avais rêvé de bulbes, et j'avais une phrase qui était bois qui s'allume seulement sur l'océan. Et j'étais parti sur un poème assez surréaliste comme ça, et ce sont des choses que je garde, mais qui sont très compliquées à garder dans le sommeil, parce qu'on a conscience dans le sommeil qu'il faut garder cette phrase, et quand on se réveille, on garde souvent 2-3 mots seulement, quoi. Bah, le rêve, il est fait pour être oublié, hein. Il est fait pour être oublié, oui. Donc du coup, il faut le reconstruire dans un poème, mais par conséquent construire ce poème avec ces réminiscences de la nuit. Tu écris de jour ou tu écris de nuit d'ailleurs? J'écris de jour, mais j'essaye d'écrire avec ce qui peut me venir pendant la sieste ou pendant ces petits moments, qui sont très liés d'ailleurs au surréalisme, quoique avec notamment Robert Desnos, qui était considéré un peu comme le Rimbaud de ces siestes, et de ces partages un peu entre rêve et éveil, quoi. Est-ce que Desnos est un de ces poètes que tu convoques volontiers, sans même forcément le savoir, quand tu écris? Parce qu'on se pose toujours la question, on devient poète à l'adolescence en général. C'est peut-être ton cas, à moins que tu sois très précoce et que c'était déjà un besoin poétique manifesté dans l'enfance. Ou est-ce que Desnos, il teinte toujours et les influences que tu as pu recevoir, est-ce que Desnos y est bien présent? Alors, Parce que tout le monde ne connaît pas Desnos maintenant, hein. Il est un peu oublié aujourd'hui, hein. il est un peu oublié, oui, en tout cas de la scène littéraire large, au sens large, mais des poètes, je ne crois pas. Je crois que les poètes savent qui est Desnos. Ah oui, oui. Et, quand on rentre un peu dans cette niche-là, oui, il est assez connu. Pour répondre à ta question, effectivement, les premiers poèmes sont venus pendant l'adolescence, et non pas avant. D'ailleurs, ce serait très précoce, comme tu le dis si bien. En revanche, j'ai baigné quand même dans un milieu où l'expression ou une certaine façon de parler, qui n'était pas peut-être la tendance générale, notamment avec l'argot, notamment avec certains mots qui ne font pas partie du langage soutenu, où on était plutôt dans le langage populaire, quoi. Et toute cette soupe a peut-être permis un certain élan. Et à propos de soupe, tu n'es pas né dans une brasserie? Tout à fait, oui. Dans ton CV, où on rabat des livres, on dit que tu es né dans une brasserie. Alors, on imagine que tu es sorti entre une bière et un canon de vin, tout ça, tout nu comme ça, de la cave de tes parents qui tenaient cette brasserie franc-comtoise. Franc-comtoise à Audincourt, oui, en face du Doubs. Mais effectivement, pour cette idée d'adolescence, j'ai vraiment la conviction, et même chez la plupart des poètes et poétesses que j'ai rencontrés, que tout se joue, en tout cas au début de l'adolescence, au niveau de l'art et au niveau des premiers jets, c'est-à-dire que des premiers jets dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais l'adolescence est une période d'effervescence, et puis les 2 premiers poèmes que j'ai écrits à l'époque, c'était à la suite de la lecture de Baudelaire à l'école. J'avais un poème sur la révolte vis-à-vis de la société et des idées dominantes, et un poème amoureux qui était quand même le poème central et qui m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Le pied à l'étrier par Baudelaire. Baudelaire, c'est un petit peu le maître ou l'ami, le confident obligé. Comment se passer de Baudelaire quand on entre en poésie? On pourrait très bien imaginer que Baudelaire est bien trop ancien pour qu'on y fasse encore référence. Néanmoins, il revient tout le temps par une espèce de souffle, de puissance et à la fois de maîtrise, puisque tout est versifié chez Baudelaire, ou presque tout. Oui, puis il revient aussi parce qu'il est dans les manuels d'école, et puis que c'est un poète qui reviendra toujours. Et là, pour quelle raison, Arthur, revient-il chez toi particulièrement? Alors, il est très peu revenu, en fait. C'est-à-dire que Baudelaire a été une étincelle, et puis maintenant, j'y reviens très peu. J'y suis revenu par la critique littéraire à 2-3, pour piocher certaines choses. Mais Baudelaire n'est pas resté en moi comme un poète, à l'inverse d'un Desnos, par exemple, ou à l'inverse d'un André Breton, quoi.
je l'ai mis un peu de côté, Baudelaire. C'était plutôt pour mettre le feu aux poudres, quoi. D'accord, très bien. Poudre d'escampette, on y reviendra. Et puis, en cherchant un petit peu à définir ton art poétique, même si le mot peut te paraître un peu écrasant, eh bien, tu as eu le bonheur de me donner cette anthologie des poésies françaises d'aujourd'hui, anthologie présentée par Sylvestre Clancier, au Castor Astral, haute tension, où tu figures avec de très grands poètes et poétesses. Et là, en quelques lignes, tu définis un peu ton art poétique. Alors, je montre la couverture de cette extraordinaire, je dis bien extraordinaire anthologie, parce qu'on y a le plus contemporain avec le plus classique, comme Lionel Ray, par exemple. Et puis, on a aussi des poètes qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est là qu'on va peut-être te découvrir dans la francophonie. Et tu définis ton art poétique comme précisément celui qu'on ne doit pas maîtriser. Est-ce que je me trompe? Tout à fait, oui. Celui qu'on ne doit pas maîtriser, et puis j'ai plus tellement le souvenir de l'entièreté de la chose, mais je crois que je parle aussi d'une certaine forme de rumeur, ou du fait que parfois lorsqu'on est en terrasse avec un ami, la poésie c'est aussi savoir écouter l'aboiement au loin, ou cette mère de famille qui est avec son enfant, ou j'en sais rien, les choses qui nous viennent comme ça de l'extérieur et non pas de la conversation de la personne avec qui on est. J'ai d'ailleurs toujours du mal à avoir une conversation dans la réalité très sérieuse avec quelqu'un pendant un long moment, quoi. Je m'intéresse un peu toujours, je laisse l'oreille traîner, quoi. Tu dis, cette poésie, elle est celle qui vient se coller sur la feuille, comme un baiser, victime de son élan, tout en restant un peu gauche. Elle est lyrique, d'autres fois moins, mais jamais que narration. Ça, c'est intéressant, parce que cette poésie doit raconter quelque chose. Alors, la tienne, donc. Oui, elle doit raconter, mais elle ne doit pas tomber dans le piège non plus de quelque chose qui se fait beaucoup actuellement et qui est une forme de poésie narrative et purement descriptive de certains moments, d'un poète qui parcourt l'Europe en voiture et qui décrit l'ensemble de son voyage, par exemple. Je crois qu'il faut garder quand même une certaine haute voltige dans l'utilisation des mots, une certaine rupture. Donc c'est une description, il peut y avoir de la narration, mais c'est une narration qui doit être exterminée au bout d'un moment, quoi. On doit vraiment changer de cap, sinon on écrit autre chose, je crois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le siècle, en tout cas, est très dédié et très réceptif à une forme de poésie narrative. Très concrète. Très concrète. Une poésie qui s'empare du quotidien, ce qui est souvent le cas chez toi d'ailleurs. Oui. Et tu n'as jamais été tenté par le grand souffle romanesque ou le récit, même autobiographique, quoique ton jeune âge te permet d'y penser encore dans les décennies qui viennent. Non, le récit autobiographique, non, pas encore. Quoique ta poésie, elle est aussi un peu autobiographique. Alors tout à fait, elle suit, bien sûr, elle suit. Eh bien oui. Mais alors par le roman, oui, je pense que je fais partie de ces écrivaillons qui ont commencé le plus de romans sans jamais les poursuivre. Oui. Actuellement, je suis quand même dans l'écriture d'un roman que j'aimerais appeler style Louis XXIV et qui raconte l'histoire d'un jeune Français qui vient s'établir en Suisse, qui s'appelle évidemment Louis, qui a 24 ans. Et je m'intéresse beaucoup à Kafka. Et dans ce roman, l'idée est de parler du télétravail, et ce personnage, Louis, à force de télétravailler chez lui, finit par se transformer en meuble de salon. Style Louis XXIV. De style Louis XXIV, exactement, oui. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça pourra donner, cette métamorphose selon Kafka? On va le découvrir, j'espère, un jour. Donc ça, alors, petite question quand même. On va rester sur le chantier de ce roman. Est-ce que l'écriture romanesque est tout à fait différente à l'écriture poétique? Oui, tout à fait. Elle use d'autres canons. D'autres canons, justement, plus de description, plus de narration, moins de rupture. En tout cas, dans la façon dont je conçois l'écriture d'un roman, j'ai l'impression qu'il faut quand même montrer quelque chose de très concret. D'autant plus quand on est dans une forme assez surréaliste d'idées de transformation, comme dans la métamorphose de Kafka. Kafka, quelqu'un qui écrit de façon très concrète. Chaque passage est pensé de façon à la fois
avec la réception de la famille vis-à-vis du personnage principal. C'est quelque chose qui est très représentatif de nos façons, de nos interactions humaines, et quelque chose aussi qui s'inscrit dans une époque, dans un décor. Donc il y a beaucoup de construction à ce niveau-là, par rapport au recueil et par rapport à la poésie, qui pour moi, encore une fois, est quelque chose de plus jaillissante, quoi, plus on réfléchit sur un poème, souvent à moins bon il est, quoi. Ça, c'est toi qui le dis. On va d'ailleurs le vérifier tout de suite parce qu'on va revenir à ce recueil publié donc ce printemps. Je l'ai cité, La ruée vers l'ombre, d'un très beau titre. Mais c'est un titre qui appelle ce côté sombre de la vie. D'ailleurs, ce recueil aux éditions Empreinte de ce printemps 2023, tu l'as dédié à ton fils. Et je pense que cette adresse, cette dédicace, oriente la gravité de ce recueil, tout à fait différent du premier, À l'aube des mouches, aux éditions de l'Air. Là, il y a un enjeu, il n'y a pas forcément une narration, mais l'enjeu est assez formidable. Alors quel est-il, cet enjeu ? Eh bien, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça dans la dédicace. Parce que dans le premier recueil, je dédicaçais mon recueil à tous ceux qui salivent tôt. Et il se trouve que Léon étant un bébé qui salive beaucoup, il n'y a pas tellement de différence à ce niveau-là. Oui, mais il ne le savait pas encore parce qu'il n'existait pas. Mais effectivement, il y a, disons... En fait, dans ce recueil, pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de réfléchir à des thèmes que je pouvais croiser, que je pouvais réellement mêler. Et, des thèmes qui se recoupent, qui se concentrent. Et que j'ai étudiés en amont. Oui. J'ai étudié l'ombre, sous toutes ses formes, l'ombre dans la peinture, l'ombre dans la religion. L'ombre intérieure. L'ombre intérieure, l'ombre des expressions aussi. Et puis ensuite, je me suis évidemment penché sur le réchauffement climatique et j'ai essayé de piocher un peu dans ces deux idées qui sont très liées au final. L'ombre aura d'ailleurs, je pense, de plus en plus d'importance à des tas de niveaux un peu écologiques dans le futur. Et puis, mon travail a été vraiment d'essayer de me laisser couler, de me laisser emmener au croisement de ces deux thèmes, quoi. Mais ça t'emmène très très loin, parce que cette ombre de la fraîcheur de l'été que l'on recherche maintenant par canicule, qu'on trouve plus toujours, cette ombre et cette fraîcheur que l'on a perdue, ça te permet d'être, un primo nostalgique, un tout jeune nostalgique d'une période que tu aurais connue et dont tu crains qu'elle n'advienne plus. Fraîcheur, cette planète qui se réchauffe, et qui exacerbe les tensions au point de transformer tous les éléments, l'eau, l'océan, le vent des arbres. Tu convoques tous ces éléments pour essayer de dire mais dans quel monde allons-nous vivre très différemment finalement. Oui, puis il y a aussi plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a un constat de cette chaleur et puis de ces évolutions que tu soulignes. Et il y a aussi le fait que l'ombre s'adresse à nous-mêmes. Ce n'est pas seulement dresser un portrait de l'ombre, c'est le fait de la laisser parler et de lui permettre de s'exprimer, quoi, en tant qu'ombre. Tout en essayant de rire avec ces menaces écologiques, oui. Mais l'ombre te rattrape toujours, parce que c'est toi la proie. Arthur, c'est bien ça. Il y a peut-être effectivement cette idée de chasse et de proie, oui. Qui reviennent, proie et chasse qui reviennent là-dedans. Alors moi, ce qui m'a épaté, d'abord, c'est que tu utilises beaucoup le distique, donc deux vers qui vont former un poème. Dans ces distiques différents, il y a les réminiscences, les allitérations, donc des mots qui se répondent. Il y a même des palindromes, écran devient ancré, par exemple. Donc tu vas jouer beaucoup avec le sens des mots, réversibles. Et puis de ces confrontations, de ces chocs de mots vont surgir précisément un autre sens. Et c'est une manière de ritournelle assez proche de la chanson, me semble-t-il. Oui, qui fonde, à mon sens, l'écriture poétique. Enfin, la tienne, en tout cas. Oui, je crois plus largement l'écriture poétique des autres aussi.
Quand on prend un poème d'un seul vers d'Apollinaire, Chantre est l'unique cordeau des trompettes marines. Qui est un vers unique d'ailleurs. Qui est un vers unique, qui est peut-être le vers le plus court ou un des plus courts de la poésie. Il y a quand même aussi là cette idée de confrontation, donc chantre, chanterelle, etc. Définition, c'est l'unique cordeau d'une trompette marine. Et tout est dans cette idée de confrontation, quoi. En fait, comme si le poète, en tout cas celui que tu es, et que tu restes, même si tu peux, comme on va le découvrir dans ton propre questionnaire Trouspe, rester 2 jours, non pas sans manger, mais sans poésie, du moins c'est ce que tu prétends, il faudrait qu'on le vérifie, comme si ce poète était en fait mené par les mots, comme si tu étais en fait le flûtiste qui mène les mots derrière lui, et qui les conduit en dehors de la cité pour qu'ils s'épanouissent. Gardien de mots, c'est peut-être ça la définition du poète, comme on est berger de mots. Alors des définitions, il y en a beaucoup dans la poésie, c'est peut-être... Oui, je sais, tu n'aimes pas les définitions. C'est peut-être le genre littéraire où il y a le plus de définitions d'un genre. Eh bien mais oui, puisqu'on le cherche constamment. Et chaque poète a la sienne. Oui. Breton, la poésie se fait dans un lit, comme l'amour. Lautréamont, la poésie doit être faite par tous, non par une seule personne, non par un. Il y a... Moi, celle que je préfère de toutes ces citations, c'est une citation d'Aragon, au niveau de la définition, qui me paraît être la plus juste. Il dit « La poésie est le miroir brouillé de notre société, et chaque poète souffle sur ce miroir son haleine différemment l'embu. » Tout est là. Oui, mais c'est Aragon. Mais c'est Aragon. On sait qu'Aragon a essayé d'être fidèle à cette poésie très concrète, poésie de l'amour d'ailleurs. Enfin, il a été surréaliste tout de même. J'aime beaucoup celle-là de Valéry, qui est toujours très provocateur. Les gens se font une idée si vague de la poésie qu'ils prennent ce vague pour la définition même de la poésie. Et on n'a pas beaucoup été plus loin, hein, me semble-t-il. Même si la poésie... C'est quelque chose qui reste en tout cas ça, oui, effectivement, pour une bonne partie de la population. Oui. Alors, quelque chose de réjouissant, avant qu'on revienne à un choix de poème de la rue vers l'ombre, c'est que la poésie est maintenant manifeste. Elle se manifeste, printemps de la poésie. Elle est aujourd'hui extrêmement vivante, extrêmement parlante, chantante et même rappante. Est-ce que quelque chose que tu accompagnes et que tu vois, auquel tu participes toi-même? Alors j'y participe, oui, mais je dirais que ce n'est pas assez, pas ma participation, mais ce fait que la poésie soit de plus en plus au centre de festivals littéraires, etc. À mon sens, ce n'est pas suffisant. D'une part, j'avais entrepris à l'époque d'écrire des poèmes que j'envoyais à des inconnus par la poste. J'avais l'impression, avec cet acte-là, de participer à quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire que lire un de mes poèmes de mon dernier recueil ou de je ne sais quoi pendant un festival littéraire. En fait, tout est lié au contexte. Si vous écrivez un poème amoureux et que vous le donnez à la personne aimée, c'est beaucoup plus important que toutes ces manifestations qui sont très bien, qui sont propices, qui permettent une effervescence, etc. Mais il s'agit aussi un peu de vivre la chose, sinon ça n'a pas trop d'intérêt, de vivre la chose personnellement, quoi. Ok, donc on est poète dans sa vie, donc on vit en poésie, mais ces manifestations tout de même, ces manifestations poétiques de plus en plus nombreuses, en Suisse romande d'ailleurs, c'est très vivant, est-ce que c'est pas réjouissant? Est-ce que les gens n'ont pas besoin d'une nouvelle parole littéraire qui s'exprime par la poésie, justement? Si, bien sûr. Bon, on en a besoin de plus, on en aurait besoin dans les médias. J'avais écrit un article une fois qui était paru dans la 5e saison où je citais ce maire de Grenoble, dont j'ai oublié le nom, qui avait décidé d'enlever les panneaux publicitaires de la ville. Et moi je me disais, mais pourquoi pas un maire qui décide tout à coup de remplacer, de mettre de la poésie sur ces panneaux-là, quoi. Ou qu'on présente le téléjournal en lisant un poème... en alexandrin. En alexandrin de quiconque, ou j'en sais rien, mais... La poésie n'est pas encore assez centrale dans la société et il faudrait encore appuyer sur la pédale, quoi. Bon, c'est vrai que la guerre en Ukraine, tout ça, c'est pas absolument évident non plus, hein. J'entends de rendre la poésie extrêmement vivante, quoi. C'est pas évident.
Bon, après, la poésie peut être aussi au service de la guerre, enfin, bon, en tout cas, du dénoncement de la guerre. Elle a été en France aussi avec beaucoup de Oui, poètes et toute cette première guerre, poètes etc. casqués, hein. Oui, tout à fait. Elle a été aussi centrale de manière à la fois à souligner le désastre de la guerre et à la fois en soulignant, on peut prendre le cas de Robert Desnos qui quand même a été retrouvé dans ce camp de concentration et qui est mort quelques jours après et qui a eu l'occasion quand même d'écrire 2-3 poèmes et j'ai lu ça la dernière fois, qui lisait sur les lignes des mains des gens avant qu'ils entrent pour se faire gazer et qu'il avait tout à coup un rôle un peu de prophète en leur disant non, vous n'allez pas mourir aujourd'hui, etc. Il y a quand même de la force dans le fait d'être poète dans des conditions terribles. De la force, une force bénéfique, hein, j'entends bien sûr, de souligner ce qui est mauvais, etc. Après, il ne faut pas rentrer dans une idée de la poésie sert à dénoncer le réchauffement climatique, j'ai écrit un recueil sur le réchauffement. Il s'agit à la fois d'entrer et d'en sortir aussi. Ce qui est beau dans l'acte d'écrire, c'est l'absence aussi. Ce n'est pas toujours la présence ou l'attaque. Mais merci de nous rappeler que dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et les camps d'extermination, il y avait beaucoup de poésie qui circulait. Et qu'on disait beaucoup de vers, notamment ceux de Paul Valéry, qui étaient alors très connus, et qu'on les disait à l'oreille des agonisants. Donc cette poésie était là pour, avant le dernier souffle, pour ranimer le souffle. Alors, à propos de souffle, Arthur, évidemment, tu ne pourras pas terminer cet entretien sur ton fauteuil jaune sans nous lire un des poèmes de La ruée vers l'ombre. Moi, je t'ai laissé le choisir. Il y en a 2 qui me plaisent beaucoup, mais enfin, ton choix sera l'autre. Je vais peut-être te décevoir, Christian, mais j'aimerais lire un poème que j'ai retrouvé, qui n'est pas dans ce recueil, si c'est possible. Bien sûr, c'est la surprise du jour. Je l'ai ici, je l'ai retrouvé tel quel, avec ses erreurs. Mais où l'as-tu retrouvé ? Je l'ai retrouvé dans mon ordinateur. C'est un poème. J'ai beaucoup de carnets. J'écris dans des carnets que j'ai ensuite. Que tu conserves. Que je conserve. Ouais. Et pour moi, il est très, très significatif de la première période, mais aussi très actuel. D'accord. Merci de cette primeur. Il s'intitule 2 lettres en moins. Il n'y a que l'amour ou la mue d'une montagne entre l'orme et cette monnaie nordique, l'or. Mais tu n'aimes plus, et tout le lait de la lune ne vieillit plus en fût. Lait reposant, adieu. Lit blanc, adieu. La pureté est une histoire à blanchir debout avec de la neige jusqu'aux cheveux. Adieu. Je ne devrais pas te le dire, mais il a été vu à plusieurs reprises, en ville, que tes mains ne sont plus d'aucun secours populaire, que ta présence est devenue un essaim de pixels. Ciel, avec tes métaux lourds, tes festins du tonnerre de Brest et tes taureaux d'Espagne, ciel, mon miroir, est-il vrai que les yeux, terreux, d'une personne qui n'aime plus, sont une corrida pour fonctionnaires ? Triste amour, dépourvu d'appui-tête, éternité dont on distingue le dentier et le squelette élimé par l'usage, net, au milieu, à cet endroit libre, la cage thoracique abritait des nuées d'usines. Des milliers de mains volontaires, des ouvriers hors pair, vaillants, qui ne levaient jamais le camp, qui n'enlevaient jamais leurs gants, tant qu'il y avait du travail de fourmi, du travail de coccinelle. Celui de fabriquer, tout au fond du cœur, une étincelle. Parfaitement, petite lueur de l'amour, épi de blé, épée rayonnante sous la cape des rois. Je sais enfin qu'il n'y a qu'un gras de sable entre la mort et le mot que tu disais si souvent, comme les Sumériens le disaient souvent, comme aujourd'hui. Je t'aime. Amour, pour toi, je rends tous les bateaux-mouches du monde aux embarcadères malodorants. Que rajouter après ça ? Merci beaucoup, Merci Christian. Arthur, de nous offrir ce beau poème. C'est tout à fait toi, ça. Merci. Merci.